Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Michel Cornaton, Nelly Forget et François Marquis, Guerre d'Algérie, ethnologue de l'ombre et de la lumière 2015. Saïd Mourabit, L'économie politique de la production législative au Maroc, 2015. Raymond Nart, Histoire intérieure de la rébellion dans les Aurès, Adjoul, 2015. Fawzi Rouzek, Le groupe d'Oujda revisité par Chérif Belkacem, 2015. Geneviève Gousssaudf ALGAS, Le consulat de France à Tunis au XVIIe et XVIIIe siècle, 2014. Frédéric HARYMBAT, Les Européens d'Afrique du Nord dans les armées de la libération française, 1942 à 1945, 2014. Maurizio VALENZI, J'avoue que je me suis amusé, Itinéraire de Tunis à Naples, 2014. Mustapha Besbes, Jamel Chahed, Abdelkader Hamdan Dir, Sécurité hydrique de la Tunisie. Gérer l'eau en conditions de pénurie, 2014. Abdelmajid Bedoui, Grandeur et misère de la révolution tunisienne, 2014. Kamal Chaouachi, La culture orale commune à Malte et à la Tunisie, 2014. Abdelaziz Rizedikaï Mohamed, Sociologie de la diplomatie marocaine, 2014. Ahmed Bennouna, Le crédit bail au Maroc. Un mode de financement original, 2014. Francesco Correale, Le front colonial de la guerre 1914 à 1918, Trafic d'armes et propagande dans l'Occident maghrébin 2014. Mustapha Hogga, Théocratie populiste ou séparation des pouvoirs au Maroc? Histoire et alternative démocratique 2014. André-Paul Weber, Régence d'Alger et Royaume de France, 1500 à 1800. 3 siècles de lutte et d'intérêt partagé, 2014. Cyril Garcia, 3 historiens face à la guerre d'Algérie, 2014. Du même auteur. Le littoral et le désert tunisien. Développement humain et disparités régionales en Tunisie. L'Harmattan, Paris, 2012. Le chômage des diplômés en Tunisie. L'Harmattan, Paris, 2013. Quelques aspects du développement en Tunisie. Apparaître, 2015. Citation. Si fondamentaux sont les problèmes de population, qu'ils prennent de terribles revanches sur ceux qui les ignorent. Alfred Sauvy. Je ne peux pas avoir beaucoup d'espoir. Pour un monde trop plein. Claude Lévi-Strauss. Dédicace. Aux enfants de Gaza et à la population palestinienne. Aux peuples syriens et irakiens. À tous les opprimés, et à tous les marginalisés dans ce monde. À mon père et à ma mère. À ma femme Souad, et à mes chers enfants Nsira et Oumeima. À mes frères et à mes sœurs. À toute ma grande famille. À mes amis et à tous ceux qui me sont très chers. Je dédie ce modeste travail. Sousse, octobre 2014. Remerciements. Je tiens à remercier Monsieur le professeur Monji Béchir qui a suivi ce travail, et dont l'aide a été très appréciable. Qu'il trouve ici l'expression de tout mon respect. Je dois remercier aussi mon cher ami Saber Matlouti pour ses commentaires judicieux. Enfin, je ne peux pas oublier les enquêtés qui, à travers leur amabilité de vouloir répondre à mes questions, m'ont permis de mener ce travail à bout. Introduction générale. Introduction. Dans notre projet de recherche sur le développement en Tunisie, nous avons focalisé l'intérêt, dans des travaux antérieurs, sur différentes dimensions du développement. La dimension économique et spatiale, en étudiant le développement humain et en analysant les disparités interrégionales et l'inégal développement régional qui reste épineux. Cette inégalité est attestée par la persistance de la même typologie régionale qui favorise les gouvernorats littoraux au détriment des zones intérieures,
et qui reflète l'existence de plusieurs Tunisies dans le même pays distinguant la Tunisie développée et la Tunisie sous-développée, ou le déséquilibre menaçant l'avenir du pays avec le littoral et le désert tunisien. Le chômage et l'insertion professionnelle des jeunes, en analysant les caractéristiques du chômage en Tunisie ainsi que les causes et les facteurs de l'exclusion d'une partie importante des jeunes, notamment les diplômés du supérieur du marché de l'emploi. La dimension politique et sociale. La dimension politique, à travers l'analyse de l'autoritarisme politique, la concentration du pouvoir et la primauté du rôle de l'État dans le processus du développement, et aussi la dimension sociale du développement, grâce notamment à l'étude des inégalités sociales du développement. Dans cet ouvrage, notre intérêt est plutôt focalisé sur la dimension démographique, et l'objectif de la recherche est inhérent à la problématique population-développement en Tunisie. Cette problématique a été analysée d'une façon minutieuse, rappelons-le, dans l'ouvrage collectif édité en 2001 sous la direction de J. Valin et Teloko, et dans lequel plusieurs thèmes ont été traités, notamment l'évolution de la dynamique naturelle de la population, les déterminants de la santé et de la mortalité, les déterminants de la fécondité, les facteurs de la migration, les transformations du mariage, ainsi que plusieurs études de cas. Par rapport à cet ouvrage de référence, d'autres aspects relatifs à la problématique population-développement seront traités dans notre recherche. On doit noter d'abord, au niveau statistique, que les données utilisées dans l'ouvrage sus-invoqué concernent le RGPH de 1994, ou L', le TSME 1995, tandis que les données disponibles actuellement concernent les différentes enquêtes et les annuaires statistiques de 2010, 2011, 2012 et 2013 et surtout les données du RGPH de 2014. Les approches théoriques, ou les théories démo-économiques qui ont essayé d'étudier la relation population-développement depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les répercussions et les effets de la transition démographique, et en particulier l'impact de la baisse de la fécondité sur les différents secteurs socio-économiques, notamment les effets démographiques mais aussi et surtout les effets sur le secteur de l'emploi, sur l'éducation et sur la croissance économique, grâce à la mesure des écarts entre l'état observé et l'état hypothétique en cas de fécondité constante. La démographie régionale de la Tunisie, ou la variation des différents indicateurs démographiques par gouvernorat et par région, par exemple, la répartition de la population, la santé et la mortalité, la nuptialité, la fécondité et la natalité, la structure par âge. L'analyse des perceptions et des attitudes de la population, en particulier les jeunes, sur divers aspects relatifs à la problématique population-développement en Tunisie. D'une part, la perception des jeunes en matière de population, de natalité, de nuptialité, de croissance démographique et leur vision concernant le vieillissement et la migration interne et internationale, et D'. D'autre part, la perception de la population concernant le développement, le niveau de vie et les ressources matérielles et financières disponibles, la crise du chômage, son importance et ses principales causes et explications, les attitudes relatives à l'éducation, ses priorités et les propositions pour améliorer le niveau de l'enseignement en Tunisie, et ce grâce aux résultats d'une enquête. 2. Quelques aspects méthodologiques. 1. Problématique. La recherche de la complémentarité entre le souci des mots économiques et les aspects socioculturels était toujours le souci primordial des différentes stratégies de population-développement en Tunisie. Le 9e plan de développement, par exemple, cite les objectifs de la politique démographique, des finalités qui reflètent la primauté des deux dimensions sus-invoquées. Il s'agit de 3 axes principaux. Le développement régional, la santé reproductive et la planification familiale, et les programmes sectoriels ciblés qui touchent certaines catégories de la population et qui visent l'amélioration des services dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'élévation du niveau d'instruction. À cet égard, on doit noter l'attention particulière accordée à la femme et à la famille vu leur rôle dans l'effort national de développement et dans la modernisation de la société. Parallèlement à ces aspirations modernistes liées à la recherche de la promotion du citoyen, la problématique néo-malthusienne demeure le fondement principal de la politique tunisienne de la population.
Devant des taux de fécondité élevés qui dépassent les moyens du pays, il n'y a d'autres alternatives que de développer le pays en même temps que de réduire la croissance démographique en adoptant une politique d'espacement des naissances. À ce propos, les interrelations et les interactions entre la population et le développement reflètent plus une interdépendance entre les deux aspects qu'une intégration des questions de la population dans le développement, et ce d'autant plus que la politique démographique tunisienne est caractérisée par la multiplicité et la complémentarité de ses stratégies, en l'occurrence l'action sur le croît démographique, la promotion du citoyen, le changement du comportement procréateur, l'adéquation avec L', évolution internationale de la notion de politique de population. Les résultats de cette politique sont très significatifs puisqu'ils ont touché plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, le développement humain, mais c'est la croissance démographique qui a connu les modifications les plus importantes avec un recul spectaculaire de la fécondité qui a connu des niveaux très faibles par rapport à la situation après l'indépendance. Ainsi, l'approche démo-économique tunisienne est caractérisée par sa globalité et par l'interdépendance entre les problèmes démographiques et la politique de développement. La réalisation de l'efficacité économique ne peut se passer des questions de la population car la croissance démographique rapide peut freiner, ou du moins ralentir le processus du développement et peut causer d'innombrables obstacles à la croissance économique, des obstacles qui aggravent les charges financières de l'économie car ils nécessitent des investissements de plus en plus importants pour satisfaire les besoins d'une population croissante. En ce sens, une satisfaction des besoins de la population et une répartition équitable des bienfaits du développement vont de pair avec une maîtrise du croît démographique et avec une politique démographique bien conçue. C'est le cas de la politique tunisienne qui a réussi à réaliser cette transition démographique, qui peut avoir de multiples répercussions démographiques, économiques et sociales. En effet, la baisse de la fécondité agit directement sur les variables démographiques et indirectement sur les variables économiques et sociales, ou sur les secteurs socio-économiques, et les performances tunisiennes en matière de développement humain sont subséquemment facilitées dans une large mesure par la maîtrise de la croissance démographique. La réalisation des performances socio-économiques et l'amélioration du niveau de vie ne sont pas, en revanche, tributaires de cette maîtrise, car le développement nécessite une mobilisation de toutes les ressources disponibles et non pas une simple régulation de la fécondité. Pour cette raison, l'action sur le croît démographique peut seulement faciliter ou soutenir le processus du développement. L'étude de la relation entre la baisse de la fécondité et le développement nous amène à focaliser notre intérêt sur certains thèmes inhérents à cette problématique. À cet égard, plusieurs variables ont un effet restrictif sur la fécondité. Cette dernière est liée à des facteurs biologiques ou comportementaux qui l'influencent d'une façon directe. Elle est affectée également par d'autres facteurs socio-économiques et culturels qui ont une incidence indirecte sur cette variable, qui n'est pas déterminée seulement par la capacité biologique de procréation et par la disposition physiologique de la personne concernée. L'adoption de la planification familiale, l'une des principales composantes de la politique démographique, et l'émancipation de la femme sont ainsi parmi les principaux déterminants de la baisse de la fécondité. Certaines questions sont ainsi essentielles. Comment a évolué la fécondité en Tunisie et quelles sont les principales caractéristiques de la transition démographique en Tunisie? Quelle est la relation entre ce fléchissement de la fécondité et ses différents déterminants, notamment l'émancipation féminine et le développement social et culturel? Ensuite, l'étude des répercussions de la transition et l'évaluation de son impact sur les différents secteurs socio-économiques deviennent nécessaires pour cerner la relation entre la maîtrise de la croissance démographique et le développement, étant donné l'ampleur de cette relation dans le modèle tunisien. La question sera donc abordée sous cet aspect démo-économique. Comment a agi la baisse de la fécondité sur les secteurs socio-économiques? Quels sont les effets démographiques, économiques et sociaux de cette baisse et quel est, d'une façon générale, son impact sur le développement? Enfin, l'étude de la perception de la population, des différentes questions relatives à la démographie et au développement, s'avère d'une grande importance et la question principale sera la suivante.
quelles sont les représentations et les attitudes de la population, en particulier les jeunes, sur divers aspects relatifs à la problématique population-développement en Tunisie, notamment la croissance démographique, la fécondité, la migration, le niveau de vie, le chômage, etc. 2. Méthodologie de recherche. La relation entre le développement et la croissance démographique n'est pas toujours évidente, car l'expérience de certains pays, notamment avec la révolution industrielle, montre l'impact positif de cette croissance sur la situation économique et sociale, tandis que certains auteurs, en l'occurrence les anti-malthusiens, estiment que le développement n'est pas affecté par les phénomènes démographiques, deux visions contradictoires avec le modèle tunisien qui, à l'image des néo-malthusiens, instaure une stratégie caractérisée par l'interdépendance entre la population et le développement, et qui considère la baisse de la fécondité comme un moyen principal pour atteindre ses objectifs socio-économiques. À cet égard, l'évaluation des performances de ce modèle peut être dans une certaine mesure un bilan des effets de la maîtrise du croît démographique durant ces dernières décennies. Sans doute, ce bilan ne va pas toucher tous ces effets car la réalisation d'un tel objectif dépasse largement le cadre de cet ouvrage. Bien entendu, la complexité de la question rend dérisoire la limitation de l'impact de la baisse de la fécondité à quelques effets sur le domaine démographique et sur les secteurs économiques et éducatifs. En réalité, ces effets touchent également d'autres secteurs tels que la santé, les prestations sociales, la migration. Cependant, l'analyse de tous ces éléments serait une tâche quasi impossible dans une telle recherche à cause de la diversité des interrelations entre la population et le développement. Notre étude s'est ainsi articulée autour de quelques aspects bien définis relatifs au secteur socio-économique, étroitement liés au concept de développement. Ce dernier ne se limite pas à l'aspect économique, à l'instar de la croissance, mais il touche plusieurs dimensions humaines et immatérielles. En d'autres termes, ces dimensions ne sont pas seulement économiques mais aussi démographiques et sociales. Pour cette raison, l'étude sectorielle est nécessaire pour cerner la relation entre la régulation de la fécondité et le développement en Tunisie. Ainsi, le choix de l'approche sectorielle peut être expliqué d'une part par la disponibilité des données statistiques sectorielles et d'autre part par l'importance de certains secteurs, tels que l'emploi et l'éducation, en étroite relation simultanément avec la diminution de la croissance démographique et avec le développement. En ce sens, les effets démographiques, économiques et sociaux de cette diminution peuvent être étudiés grâce à l'analyse de l'impact de cette baisse respectivement sur les indicateurs démographiques, sur le secteur de l'emploi et sur le secteur éducatif. Si le secteur démographique subit directement l'impact du recul de la fécondité, que ce soit par la diminution numérique et les naissances évitées, ou par le changement de la structure par âge et le vieillissement de la population, le secteur éducatif et celui de l'emploi subissent indirectement cet impact par l'évolution de la population d'âge scolaire d'un côté et par l'évolution de la population active de l'autre côté. Ces interrelations sont à leur tour la cause d'autres changements, dus à la baisse de la fécondité, tels que la modification des taux d'occupation, la diminution des demandes additionnelles d'emploi, l'augmentation des taux de scolarisation. Puisque ces changements, touchant les variables démographiques, économiques et sociales, quantitatives d'abord puis qualitatives à un degré moindre, sont expliqués par la baisse de la fécondité, la mesure des écarts entre l'état actuel réel ou observé avec l'état hypothétique, qui aurait eu en l'absence de cette baisse, peut éclaircir les effets de la diminution de la croissance démographique. Cependant, l'analyse des interrelations entre le développement et la fécondité ne doit pas négliger l'autre sens de la relation entre les deux variables, en l'occurrence l'impact du développement sur la fécondité, puisque cette dernière est souvent inhérente aux transformations sociales et culturelles qui sont à l'origine de la modification du comportement procréateur. Pour cette raison, on a consacré une partie de la recherche aux effets indirects du développement social sur la situation démographique. En somme, l'évolution de la fécondité en Tunisie peut être expliquée par plusieurs déterminants, notamment la politique de population et l'émancipation de la femme. Elle est aussi considérée comme une variable explicative puisque certains secteurs sociaux, et subséquemment le développement, sont influencés par cette variable. Dans ce qui suit,
On procédera d'abord à la synthèse des principaux courants et des différentes théories démo-économiques qui ont essayé d'étudier la relation population-développement et qui constituent le cadre ou l'assise théorique de notre étude. Dans un deuxième chapitre, on va étudier les déterminants de la diminution de la croissance démographique en Tunisie et les différents facteurs qui ont eu une incidence directe ou indirecte sur cette transition de la fécondité. Puis, on va procéder à une étude empirique afin de montrer les interrelations entre la fécondité et le développement en Tunisie. Ensuite, on va analyser les effets démographiques, économiques et sociaux de cette baisse de la fécondité et son impact sur le développement, et ce grâce à la mesure des écarts entre l'état observé et l'état hypothétique en cas de fécondité constante. Dans le quatrième chapitre, on va étudier la démographie régionale de la Tunisie, grâce à l'analyse de la variation des différents indicateurs démographiques par gouvernorat et par région. Enfin, la dernière partie sera consacrée à l'enquête et à l'étude des représentations et l'analyse des perceptions et des attitudes de la population, en particulier les jeunes, sur divers aspects relatifs à la problématique population-développement en Tunisie. Chapitre 1. Population et développement. Approche théorique, les théories démo-économiques. Selon Adolphe Landry, la doctrine de population devrait être un ensemble de vues qui, formant un système, permettrait d'apprécier une situation, une évolution démographique et en conséquence d'orienter une action destinée à modifier cette situation. Et ce contrairement à l'attitude qui n'est qu'un ensemble de décisions qui ne résultent pas toujours de l'élaboration d'une doctrine consciente, selon les termes d'Alfred Sauvy. L'importance de l'évolution de la population, son impact sur le développement et les relations entre les variables démographiques et les indicateurs socio-économiques ont amené beaucoup d'auteurs à développer plusieurs théories et approches démo-économiques, et ce depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Généralement, les points de vue diffèrent en fonction des données sociales, économiques, politiques, des données jamais immuables, c'est ce qui peut expliquer la richesse et la diversité de ces doctrines. Cependant, l'établissement d'une relation directe entre l'évolution de la population et le développement, ou les données économiques en général, dans une théorie bien définie n'a commencé qu'avec le principe de Malthus, même si on trouve quelques doctrines démo-économiques qui ont relié le peuplement et la richesse, notamment dans les 2 siècles précédant Malthus, et dans lesquels la baisse de la fécondité a été considérée tantôt comme un facteur tantôt comme un obstacle au développement. Section 1. Les thèses antiques, médiévales et prééconomistes. Paragraphe 1. Les thèses antiques et médiévales. Avant l'émergence de la philosophie grecque, la pensée de Confucius a eu des effets indéniables sur la civilisation chinoise et sur la philosophie morale et politique de l'Empire. Concernant la démographie, les principaux aspects qui touchent à la population sont des lois morales. Leur objectif n'est pas démographique mais elles ont des implications démographiques. Du mendiant à l'empereur, tout Chinois est soumis à la morale de la piété filiale, fondée sur l'axiome que les âmes des morts ne peuvent être maintenues en vie, et dans des dispositions favorables à l'égard des humains, que par un culte rituel périodique célébré par leurs descendants directs en ligne masculine. Pour l'homme, procréer est donc à la fois une obligation envers ses aïeux et une nécessité pour lui-même. Face aux grands aléas de la fécondité et de la mortalité, la seule stratégie raisonnable est la recherche de la fécondité maximale. Si le souci militaire et religieux chez les peuples antiques était dominant, ce qui favorisait l'accroissement de la population, on peut trouver la coloration économique chez les Grecs. Dans la République et surtout dans les lois, Platon montre que la procréation est une pure fonction civique et revient à l'État et à lui seul de l'organiser. L'État doit non seulement régler l'institution du mariage mais réglementer strictement les relations sexuelles, la sélection des rejetons, l'éducation et l'orientation des enfants. Comme toutes les autres dimensions de la cité, qui ne doit être ni grande ni petite, la population doit absolument être stationnaire. Il est évidemment exclu que cet objectif se réalise si la procréation est laissée au libre arbitre des individus et des familles. Dans la politique d'Aristote, puisque le surpeuplement justifie l'intervention du législateur afin d'empêcher les gens d'engendrer les pauvres,
Il faut que la cité ne soit pas trop petite afin que la division du travail permette la naissance de toutes les activités économiques nécessaires. Mais si elle est trop grande, elle devient difficile à gouverner avec l'apparition d'un prolétariat nombreux. Et c'est cette approche qui a introduit, peut-être pour la première fois, la notion de la taille la plus souhaitable ou de l'optimum de la population. Par contre, le Moyen Âge, dominé par la pensée religieuse chrétienne ou musulmane, adoptait un point de vue théologique et moral, et le croissez et multipliez, remplissez la terre de la Bible de Moïse était l'impératif des deux civilisations, musulmane et occidentale. Outre le facteur religieux, le populationnisme du Moyen Âge était inhérent à de nombreux facteurs sociaux. C'est une évidente nécessité pour cette mosaïque de tribus menacées et souvent vaincues par de puissants voisins. Le célibat est impensable, multiplier sa descendance justifie la polygamie des patriarches, la stérilité est l'un des plus grands malheurs. Pour l'islam, le populationnisme a les mêmes accents expansionnistes que le populationnisme biblique. Maintes fois, les enfants sont qualifiés du bienfait d'Allah et un grand nombre de préceptes incitent l'homme au mariage et à la procréation. La coloration nataliste de ces éléments favorables à la procréation est quelque peu tempérée par d'autres préceptes qui multiplient les périodes d'abstinence sexuelle. Néanmoins, même si les motivations économiques étaient écartées, et même si l'ordre providentiel n'était pas mis en cause par les fléaux, on trouve certaines réflexions nouvelles pouvant traduire de nouvelles préoccupations. En effet, dans le Songe de Verger, attribué à Raoul de Presles, maître de requête de Charles V, cet auteur reconnaît qu'on avait raison de combattre le célibat quand la terre était peu peuplée, mais le nombre des hommes pourrait devenir tel que la terre ne suffirait plus à fournir la nourriture nécessaire. En outre, Ibn Khaldoun lie, dans ses prolégomènes, la richesse à la population et estime que la relation entre les deux est réciproque puisque les gouvernements qui favorisent le développement facilitent la croissance de la population et l'accroissement des revenus en conséquence. Il stipule que la population est en rapport étroit avec la richesse du pays, en affirmant que l'accroissement de la population engendre les richesses et que la relation peut être inverse. Certains de ces passages le feraient rattacher aux thèses populationnistes et il disait à ce propos : si certaines villes et métropoles surpassent les autres en activité commerciale et par le bien-être dont on y jouit, cela tient à ce qu'elles les surpassent aussi par leur population. En revanche, et selon son cycle sur l'évolution des hommes, la décadence commence avec une augmentation considérable de la population et par conséquent avec la croissance des dépenses, suivie par des troubles politiques et des famines qui annoncent la chute des dynasties. Ainsi, la baisse de la croissance démographique n'était pas considérée comme un moyen facilitant la réalisation du bien-être et du développement. L'absence d'une telle relation était due à plusieurs causes dont notamment l'importance de la mortalité, qui devrait être compensée par une natalité considérable, la domination du raisonnement moral et philosophique et l'absence de l'approche économique. Paragraphe 2. Les thèses prééconomistes. L'apparition de ces courants correspond à l'émancipation des idéaux théologiques et moraux du Moyen Âge, avec la Renaissance et la Réforme, et reflète le primat de l'économique sur le spirituel. Par conséquent, les idées sur la population dans la pensée des mercantilistes, des physiocrates, d'Adam Smith, sont liées surtout à des considérations économiques. En premier lieu, les mercantilistes considèrent la population nombreuse comme une cause principale, à côté de l'or et de l'argent, de la richesse et de la puissance de l'État. À ce titre, on peut parler d'un populationnisme des pré-malthusiens, et l'auteur le plus cité est Jean Bodin. Il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de citoyens, vu qu'il n'y a ni richesse ni force que d'hommes, phrase habituellement résumée par la formule « il n'est de richesse que d'hommes ». Pour Vauban, la richesse vient de la combinaison d'une politique intelligente et de l'abondance des hommes. C'est cette thèse qui est souvent, mais abusivement, résumée par la phrase « la grandeur des rois se mesure par le nombre de leurs sujets ». En second lieu, les physiocrates considèrent la terre comme l'unique source des richesses, et pour Quesnay, la richesse ne vient pas comme chez Jean Bodin de la population mais de l'agriculture. La relation entre richesse et population s'exerce en un seul sens. L'augmentation de richesse assure l'augmentation de la population. Nous dirions aujourd'hui, la politique économique commande la politique démographique, où la croissance économique est le déterminant de la croissance démographique. Quesnay demande,
qu'on soit moins attentif à l'augmentation de la population qu'à l'augmentation des revenus. Si les physiocrates précèdent Malthus et relient entre les subsistances et la population, certains spécialistes parlent du paradoxe de Keynes. À partir d'un certain seuil de revenus, la relation richesse-population qui était à sens unique devient à double sens. La richesse va permettre d'augmenter la population, une population plus nombreuse consommera davantage, les cultures vont se développer, la richesse en conséquence et la population également. En troisième lieu, Adam Smith estime dans son célèbre ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » que l'évolution de la population est influencée par la situation économique puisque les hommes se multiplient naturellement en proportion des moyens de leur subsistance, donc pour la classe ouvrière, la grande masse du peuple, en proportion des salaires. Et la loi du peuplement ouvrier ne sera autre que la loi de l'offre et de la demande du travail. Pour confirmer son analyse économique de la fécondité, Smith évoque deux exemples contradictoires. En Amérique septentrionale, les avantages que représentent les enfants sont le grand encouragement au mariage. En Chine, l'offre de travail est abondante, les salaires bas, la masse du peuple misérable. Par conséquent, ces auteurs considèrent la croissance de la population comme un complément souhaitable, voire comme une condition essentielle, de la croissance économique, ce qui est contradictoire avec les idées malthusiennes considérant la baisse de la fécondité comme une voie nécessaire pour réaliser le développement. C'est ce que confirme Townsend, le précurseur de Malthus, dans son ouvrage « La dissertation », en proposant la limitation des naissances pour résoudre le problème du surpeuplement et pour limiter le nombre des pauvres. Les nations peuvent accroître leur nombre au-delà de la juste proportion de leur subsistance, mais elles abaisseront dans la même proportion l'aisance et le bien-être des plus fortunés. Ainsi, pour Townsend, l'effectif de la population dépend de la quantité de biens de subsistance disponibles. Cette dépendance est rigide et lorsqu'il se produit un déséquilibre entre demande de biens, la population, et l'offre de biens, la production, les variations de salaire qui en résultent conduisent à un réajustement de la population par le biais de la mortalité. Selon Townsend, le régime de la propriété privée entraîne logiquement des inégalités et il est indispensable que les classes inférieures, les plus fécondes, aient une forte mortalité afin d'éviter une augmentation illimitée de la population et donc la misère. Pour Cantillon, l'effectif de la population dépend aussi de la production des subsistances mais cette dépendance n'est plus rigide, elle revêt plutôt l'aspect d'une contrainte en fonction de laquelle les diverses sociétés humaines, et les différentes classes sociales à l'intérieur d'une même société peuvent bénéficier d'une marge relative à la composition. L'objectif des populations est, pour prendre un langage actuel, de conserver un certain niveau de vie, réglé par la coutume et la mode. La régulation s'effectue alors par le biais de la nuptialité, ajustement de l'âge au mariage et variation de l'intensité du célibat définitif. Section 2. Le courant malthusien. Paragraphe 1. Le principe de population de Malthus. L'étude de la population sous l'angle économique et le souci de l'équilibre entre la population et les subsistances ont été déjà constatés avant Malthus, mais c'est ce dernier qui a étudié ce problème de la manière la plus approfondie et qui a tiré des conséquences systématiques de ses observations. Parfois, on parle de malthusianisme économique, la restriction volontaire de la production, mais la théorie de Malthus, et notamment son essai, établit son malthusianisme démographique qui se définit comme la doctrine selon laquelle la population tendant à s'accroître plus rapidement que la somme des subsistances, le seul remède à l'accroissement de la misère est la limitation volontaire des naissances par abstinence. D'abord, la nécessité de freiner les naissances est justifiée par le besoin d'éviter la pénurie et la misère due à la baisse des salaires et du niveau de vie dans le cas d'un surpeuplement. Dans une telle situation, la misère des classes populaires s'accentue et la mortalité augmente. La consommation est trop forte car la production agricole ne peut se développer indéfiniment, du fait de la loi des rendements décroissants. Ainsi, ce surpeuplement et ce déséquilibre montrent un constat nécessaire et inéluctable, qu'à tout moment la Terre n'est que le nombre d'habitants qu'elle peut nourrir. Les animaux et hélas, la plupart des hommes s'en remettent à la nature pour réaliser cette opération d'ajustement et la nature n'a à sa disposition que de moyens douloureux,
qui consiste à éliminer après leur naissance les individus excédentaires, ceux qu'elle n'a pas les moyens de nourrir. Famine, épidémie, guerre, malnutrition, insalubrité des conditions de vie, chômage et bas salaire, tous ces facteurs de la mort prématurée que Malthus appelle positive checks constituent la misère. L'auteur compare le taux d'accroissement de la population avec celui des subsistances et constate que le pouvoir multiplicateur de la population est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre de produire la subsistance de l'homme, et ce compte tenu de la différence entre deux progressions. Celle de la population constatée à travers son mouvement dans certains pays, notamment les États de l'Amérique du Nord où les obstacles au mariage sont faibles, à propos de laquelle il déclare « La population si elle n'est pas restreinte par aucun frein, va en doublant tous les 25 ans ou croît selon une progression géométrique, tandis que les moyens de sa subsistance dans les circonstances les plus favorables à la production ne peuvent augmenter que selon une progression arithmétique. » Malthus parle aussi d'un nouveau concept, l'existence d'un superflu de population, qui est selon lui, un rapport disproportionné entre l'effectif de la population et les moyens de subsistance dont elle dispose. Ce superflu de population sera résorbé par une hausse de la mortalité. Selon ces termes, quel que soit l'accroissement des subsistances, celui de la population en dépend et ne peut dépasser leurs limites à partir du moment où les vivres sont répartis en portions tout juste suffisantes pour entretenir la vie. Tous les enfants qui naissent au-delà du nombre nécessaire pour maintenir la population à ce niveau sont destinés à périr, à moins que les adultes ne meurent pour leur laisser la place. Ces constatations sont selon Malthus des lois permanentes de la nature, et nécessitent des freins préventifs et positifs pour arrêter la croissance démographique. En effet, les premiers comprennent l'abstention du mariage et les limitations des naissances suite à l'adultère et à tous les artifices employés pour cacher les suites des liaisons criminelles ou irrégulières. Malthus affirme par ailleurs que les vices qui comprennent aussi la contraception sont immoraux et illicites et que le seul moyen efficace et licite est de ne pas songer au mariage avant de s'être assuré l'homme peut suffire aux besoins de ses enfants. Les seconds interviennent après les naissances des individus et éliminent ces derniers. Ils comprennent notamment la mortalité, les famines, les guerres et les épidémies, et la combinaison des deux freins peut ainsi former un obstacle à la croissance démographique. Néanmoins, le frein préventif moral, l'abstention du mariage, peut prendre la première place notamment dans les pays civilisés, et Malthus admet ainsi implicitement une marche de l'humanité vers le progrès et le bonheur, interprétation optimiste qui est aux antipodes de son pessimisme foncier de 1798. Pour soutenir sa thèse à propos du progrès, il compare la situation en Suède et en Norvège. Dans le premier pays, la population est rurale, pauvre, manque de subsistance et par conséquent un obstacle est destructif puisque la population s'accroît, et lorsque les subsistances manquent, les classes laborieuses supportent les privations et les souffrances qui en résultent. Par contre, en Norvège, l'obstacle préventif domine car il y a une crainte de l'excès de la population et de son danger pour les classes inférieures du peuple. Par conséquent, le développement économique et social, la diminution de la pauvreté et la suppression de la misère ouvrière sont liées essentiellement à la limitation de la croissance démographique et à l'accroissement de la production et des subsistances. Ainsi, toutes les autres solutions sont inutiles, telles que les allocations accordées aux pauvres ou les mesures d'ordre législatif et politique proposées par Godwin. Supprimer l'inégalité par le changement du système de propriété, faire disparaître les classes qui n'ont pas à redouter de la misère, c'est généraliser celle-ci. La seule méthode de combattre la misère consiste à se préserver de la surpopulation. À cet égard, Malthus condamne les encouragements à la natalité et au mariage par le dégrèvement pour les pères des familles nombreuses et les impôts sur les célibataires, synonyme d'une récompense de crime et d'une pénalisation des individus raisonnables, et appelle à l'instruction des gens et à l'organisation d'un enseignement primaire obligatoire où on enseigne, entre autres, que le mariage, sans la capacité des apostrophes. Entretenir la famille serait une charge très lourde pour la société. Une telle instruction répandrait chez les jeunes des habitudes de prudence et d'économie. L'État les encouragerait en instituant des banques de compagnes, ou des caisses d'épargne. Subséquemment, l'éducation a un rôle primordial dans la mise en œuvre du principe de la population et dans l'éradication, ou du moins dans la diminution de la misère.
Il s'agit d'expliquer aux gens qui en ont le plus manifestement besoin, les pauvres, l'origine de leur situation, le mécanisme naturel du principe de population et la pseudo-fatalité de leur misère qui en découle, puis à leur exposer la solution et à les exhorter et les aider à faire le bon choix. C'est exclusivement, dans l'esprit de l'économiste libéral qui était Malthus, une politique d'éducation, sans recours à la contrainte. D'autre part, la dimension morale a elle aussi une place fondamentale dans la pensée malthusienne. Le peuplement humain, s'il a des conditions physiques, biologiques et économiques, relève essentiellement, selon Malthus, d'une loi morale. La morale à laquelle Malthus soumet ce peuplement humain est mêlée, nous semble-t-il, de théologisme et d'utilitarisme. Malthus est pasteur d'une paroisse anglicane. La source de sa prédication est la Bible. Malthus est aussi professeur d'économie politique. Son maître est A. Smith, et sa pensée pratique se rattache à l'école utilitaire du radicalisme philosophique, dont le chef est Bentham. Morale théologique et morale benthamique interfèrent sans cesse dans l'éthique malthusienne du peuplement humain, peuplement conditionné par des lois biologico-économiques et régi par une loi morale. Pour toutes ces raisons, les idées de Malthus peuvent concrétiser plusieurs nouveautés dans les doctrines démo-économie. Il s'agit notamment de l'intervention de l'État pour freiner l'accroissement démographique, sans toutefois parler d'une politique de population bien définie, de l'étude d'une liaison directe entre le démographique et l'économique, ou entre la population et le développement et de la nécessité de la baisse de la fécondité pour favoriser le progrès et la prospérité. Ces idées ont suscité différentes réactions de la part de plusieurs théoriciens manifestant parfois leur enthousiasme ou par contre, leur indignation. Paragraphe 2. Les principales propositions du courant malthusien et néo-malthusien. Le retentissement qu'a eu l'essai sur le principe de la population, et le rôle qu'il a joué dans l'histoire des doctrines démo-économiques modernes, peuvent expliquer l'importance du malthusianisme et du néo-malthusianisme, et leur influence sur différents courants de pensée notamment antipopulationnistes. C'est pourquoi on va essayer de définir cette doctrine et d'étudier les apports de ces différents théoriciens. D'abord, le malthusianisme démographique est la tendance à limiter les naissances par abstinence et ce pour limiter la misère due à l'importance de l'accroissement de la population par rapport à celui des subsistances. En outre, Malthus condamnait véhémentement le vice et l'utilisation des voies anticonceptionnelles pour le contrôle des naissances. Cependant, ces voies constituent la méthode et le moyen principal pour ce contrôle pour le néo-malthusianisme, tandis que Malthus, fidèle à la pensée chrétienne, ne voyait de remède que dans la contrainte morale. Les néo-malthusiens prônent la diffusion de tous les procédés de limitation des naissances. Le courant malthusien s'est enrichi et a évolué au cours du temps. L'idée fondamentale était que la multiplication des hommes n'était pas un bien voulu par Dieu, nous la trouvons chez Malthus. Les néo-malthusiens affirment ensuite que l'homme doit prendre en main son propre destin. Ils rejoignent l'utilitarisme en affirmant que l'homme a le droit de rechercher le bonheur, et ils voient dans le contrôle des naissances le moyen de lutter contre la misère et ses séquelles. Avec l'apparition d'Annie Besant, le néo-malthusianisme va se teinter de plus en plus de féminisme. Il prônera l'égalité de l'homme et de la femme, et l'émancipation de celle-ci. En ce qui concerne l'argumentation néo-malthusienne, elle est souvent d'ordre écologique et socio-économique et elle essaie de montrer les contraintes dues à la croissance démographique rapide, et ce notamment dans les pays en développement. Ces contraintes concernent surtout le marché de l'emploi. D'après le Bureau international du travail, entre 1985 et 2025, la population active dans ces pays devrait s'accroître de 1,4 milliard de personnes et en même temps le sous-emploi serait de l'ordre de 40 à 50%, et le problème alimentaire. La sous-alimentation touche plus d'1 milliard de personnes actuellement. Selon Samir Amin, les deux propositions principales du courant néo-malthusien concernent l'environnement et la population non active. En premier lieu, le danger du surpeuplement réside dans l'exploitation excessive des ressources naturelles et des sols. En second lieu, une forte fécondité accentue la proportion de la population non active, les jeunes, à charge de celle qui doit assurer la production. Cette distorsion réduit la capacité d'accumuler de la société et réduit sa croissance économique potentielle. En analysant l'hypothèse malthusienne,
Giveron cite notamment le modèle de Coall et Hoover, où la croissance démographique n'est considérée que sous l'angle de la consommation de richesses et du détournement d'une partie de l'investissement du secteur productif vers le secteur social, et surtout, le concept de trappe malthusienne développé par Leibenstein, 1954 et 1957, et Nelson, 1956, qui évoque la stabilité de L', équilibre à un niveau proche des subsistances. Échapper à la trappe est toutefois possible mais exige la réunion d'un ensemble de conditions que Nelson identifie à partir de l'expérience des pays aujourd'hui développés. Modification de la structure sociale, accent mis sur épargne et esprit d'entreprise, incitation à la production de masse et à la limitation des tailles de famille, augmentation de la proportion d'actifs, et amélioration des techniques de production. Paragraphe 3. Le courant malthusien au XIXe siècle. L'argumentation malthusienne dans ce siècle est souvent économique, puisque les économistes classiques ont traité le problème démographique au sein de leurs analyses économiques, l'importance de l'économie politique. En outre, le problème écologique n'avait pas l'importance qui lui est accordée aujourd'hui. D'abord, les lois de David Ricardo, ou les théories économiques de la rente foncière et la loi des salaires, implique nécessairement le principe de la population de Malthus. En premier lieu, la rente foncière est attribuée à l'avarice de la terre, même si les terres sont inégalement avares. L'augmentation de la population contraint les hommes à étendre les exploitations et à défricher des sols de situation inférieure, mais les terres de faible rendement et le travail de moins en moins productif, ajoutés à la hausse des prix du blé, de location des terres, confirment la loi des rendements décroissants. Par conséquent, et avec la fertilité décroissante des terres et la diminution des moyens de subsistance, la population devrait cesser de croître. En second lieu, et en ce qui concerne la loi des salaires, les hommes ne possédant aucun revenu possible, vont offrir leur force de travail sur le marché. Cette offre dépend uniquement de l'effectif de la population. En effet, le salaire inférieur au minimum nécessaire à la subsistance ouvrière peut provoquer une certaine mortalité, mais si le salaire est supérieur à ce minimum nécessaire, une offre de travail supplémentaire va s'ensuivre inévitablement à terme, résultat d'une population supplémentaire, puis l'augmentation du nombre des travailleurs va provoquer une baisse des salaires réglant ainsi la population. En ce sens, la question démographique constitue le point focal de l'analyse ricardienne notamment à cause des relations réciproques entre les deux aspects économiques et démographiques. Par contre, la thèse de Jean Stuart Mill diffère de celle de Malthus et de Ricardo dans les perspectives nouvelles qu'elle ouvre, contrairement à ses prédécesseurs, relativement enfermés dans un pessimisme sans issue. D'abord, sa théorie sur le salaire, proche de celle de Ricardo, est basée sur l'offre et la demande de travail qui déterminent le taux moyen de salaire. Or, ce dernier ne peut s'élever que par l'accroissement du capital affecté au salaire, ce qui est rare, ou par la réduction du nombre des offreurs de travail. Par conséquent, les salariés en concurrence n'ont qu'une seule voie pour hausser le prix de vente de leurs bras, diminuer le nombre de leurs naissances. En outre, l'état idéal selon Mill est l'état stationnaire, qui est défini comme la tendance à un état de stabilisation de la population et de la richesse, ouvrant libre carrière à un progrès culturel et moral. En effet, et après le processus nécessaire de la croissance économique, la société aurait besoin d'un état serein d'équilibre où on découvre ce qu'on peut appeler la qualité de la vie, puisque les gens exempts des labeurs les plus pénibles jouiraient de suffisamment de loisirs à la fois physiques et spirituels. Il y aurait autant de place pour améliorer l'art de vivre. Pour Mill, il est nécessaire de réaliser cet état si désiré et ce par de nombreux moyens. Il s'agit notamment de la généralisation du travail féminin et de l'intervention de l'État pour la limitation des mariages et des naissances, des moyens qui ont d'ailleurs amené réellement une baisse de la fécondité au XXe siècle. Quant à Jean-Charles de Sismondi, il se démarque de ce courant, car il s'affirme malthusien tout en s'opposant au libéralisme économique. Il estime que le capitalisme égoïste a sa part de responsabilité dans l'apparition et l'extension de la misère, et il voudrait que les lois protègent les ouvriers contre une exploitation abusive. Son malthusianisme est assez hétérodoxe. C'est la misère qui rend les pauvres imprévoyants et les pousse à se reproduire sans prudence. Il faut donc leur enseigner la prudence, éducation, épargne, et alors ils seront moins féconds.
Pour les socialistes, si les Anglais et les Français ont été farouchement anti-malthusiens, les socialistes allemands comme Adolphe Wagner ont estimé que la limitation des naissances chez les ouvriers était une nécessité. Mais, jugeant inefficace l'éducation à l'individualisme et à la prévoyance recommandée par Malthus, ils pensent que l'État doit imposer la restriction de la fécondité. D'autre part, et comme l'a constaté Jean-Baptiste Say, l'accroissement de la population peut être supérieur aux moyens d'existence, mais cette population est souvent bornée par ses produits car le surpeuplement constitue un véritable danger pour le pays et pour son développement. En effet, la grande population ne constitue pas la grande prospérité, elle doit seulement faire supposer une production très considérable. Un bon gouvernement et un bon système d'économie politique peuvent seuls produire ces heureux effets. L'État doit donc encourager les hommes à faire des épargnes plutôt que des enfants, et à multiplier les capitaux pour établir l'équilibre entre la population et les moyens d'existence. Par ailleurs, Say diffère de Malthus dans l'utilisation de cette expression, en l'occurrence les moyens d'existence, au lieu de moyens de subsistance, un terme qui comprend non seulement les données alimentaires mais également le logement, le repos, les vêtements. En outre, il estime que la population peut s'adapter à ces moyens, et ce selon le milieu social. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.